Vous écoutez le podcast Photostoria. L'image parle, la voix raconte. « 700 requins dans la nuit » qui est le fruit de 5 années. 5 années où avec mes camarades nous sommes retournés chaque fin de printemps, en général mai, juin, juillet, sur l'atoll de Fakarava en Polynésie et quelques atolls alentours. Donc on est dans l'archipel des Tuamotu au nord de Tahiti. Et c'est un endroit où chaque année a lieu, parce qu'au final le projet s'appelle 700 requins dans la nuit, mais ce qui nous a attirés là-bas, c'était pas du tout les requins, c'était la rumeur d'un rassemblement de mérous, nous disait-on, des mérous qui se rassemblaient une fois par an par milliers. Et les gens disaient que c'était pour se reproduire, mais en même temps cette reproduction n'avait pas été illustrée. Alors on s'était dit que ça valait le coup d'essayer. Et ça a pris beaucoup de temps parce que on a compris qu'à la 4e année seulement, que cette reproduction se passait, ne durait que 30 minutes. Le rassemblement de ces mérous dure 15 jours à peu près. Il monte jusqu'à... Quand on a fait des comptages avec des transects photos, on est arrivé au chiffre moyen de 18 000 mérous sur la surface d'un terrain de foot. Donc c'est vraiment très très conséquent pour des animaux qui sont solitaires le reste de l'année. Et donc on a essayé d'observer cette ponte et on s'est aperçu effectivement qu'elle avait lieu, mais elle dure 30 minutes à peine, où tous ces poissons pondent en même temps. Donc c'est une vision très spectaculaire, très courte. Pour faire des photos, ça va très vite, et puis si on rate le coche, c'est l'année d'après, quoi. C'est aussi pour ça qu'on y est allé pendant 5 années. Et, voilà. Et en plus, il y a au milieu de ces 18 000 mérous, 700 requins qui viennent là exprès pour les dévorer dans ce moment de faiblesse pour eux. Donc ça crée... Moi, mes sensations après les premières années là-bas, c'est que tout le reste de ma vie, j'avais plongé dans un dortoir où il se passait rien, quoi. Tellement il y avait de l'action, tellement il y avait du comportement. C'est pas pour rien que j'ai choisi cet endroit pour réaliser un vieux rêve, c'est-à-dire une plongée de 24 heures. Je me suis mis à l'eau le 30 juin à 15 heures et je suis sorti de l'eau le mois d'après, le 1er juillet à 15 heures. Et donc c'était un protocole de décompression très expérimental qu'on avait développé pour l'occasion. Enfin, c'est un souvenir fascinant d'être resté 24 heures sous l'eau toute une journée, toute une nuit, à me balader au milieu de ces mérous et de ces requins. D'ailleurs, c'est passé très très vite. C'est passé beaucoup plus vite. Je m'en étais fait une montagne. Et donc j'osais pas trop me dépenser. Vous savez, sous l'eau, quand une photo vous obsède, en 1 heure, on peut se mettre HS à vouloir la faire le mieux possible. Voilà. Et là, je passais mon temps à m'économiser, à me dire il faut tenir 24 heures. Et finalement, ces 24 heures sont passées très vite. Et en sortant, j'avais l'impression qu'on aurait pu faire... que j'aurais pu faire la journée de plus parce que c'était pas si éprouvant que ça. L'eau est pas... Évidemment, c'est pas l'eau de l'Antarctique. L'eau était à 27-28. Donc, à 27-28, si vous vous mettez en maillot de bain, au bout de quelques heures, vous êtes mort de froid, quand même. Mais là, à 27-28, avec une bonne combinaison de plongée, et le fait de maintenir une activité aussi, je n'ai presque jamais cessé de nager pendant les 24 heures, tout doucement, c'est pas un marathon, mais donc ça permet de maintenir une chaleur intérieure. Et en fait, ça s'est passé de manière remarquablement bien. Il ne faut pas imaginer ce type de... Je ne sais pas si on peut dire record, mais il ne faut pas imaginer ça comme un champion d'apnée qui va au bout de lui-même, qui a 2 doigts de tomber en syncope et qu'on applaudit parce qu'il a fait quelque chose de surhumain. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, personne ne peut le faire en vérité. Voilà. Nous, notre fierté avec cette plongée de 24 heures que j'ai faite moi, la fierté c'est de dire « et maintenant, vous voyez, tout le monde peut le faire ». Parce que c'est juste une histoire de bonne technique, d'utiliser les bons mélanges gazeux, un minimum d'entraînement, mais je ne suis pas un athlète de haut niveau, et donc on peut le faire, c'est possible. Allez pas me raconter des histoires à la con qu'il faut des maisons sous la mer pour faire des trucs comme ça, non, il n'y a pas besoin. On peut rester 24 heures sous l'eau et aller dormir dans son lit le soir, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin d'inventer des machins, des machines, des trucs, en tout cas jusqu'à des profondeurs de
20, 24, peut-être 30 mètres. Voilà. Donc dans cette marge-là, on a fait la démonstration, et c'était ça notre grande fierté, qu'on a besoin de rien d'autre qu'une bonne technique de plongée. Voilà, les bons scaphandres, les bons mélanges, un peu de préparation, et ça fonctionne. Pas besoin d'engin particulier. Voilà. Bon, enfin, je parle de technique, mais... Enfin, voilà, là, il y a à la fois ces rassemblements de mérous et ces hordes de requins qui ont été un vrai challenge à photographier quand même, techniquement. D'ailleurs, il y a eu la photo à l'entrée révèle un peu la façon dont on a pu faire ces images. Le but, évidemment, c'était pas de recréer, c'était pas d'arriver avec de l'éclairage et de transformer la nuit en jour. Ça n'avait aucun intérêt. Et en plus, ça aurait biaisé leur comportement. Donc l'idée, c'était d'arriver avec un éclairage très délicat pour garder cette ambiance nocturne et les observer. Voilà. Ben, la lumière est beaucoup plus faible qu'on ne croit. Parce qu'en fait, moi, tous mes appareils photo, pour entrer dans le détail technique, sur ces images-là, je suis à 12 000 ISO de sensibilité souvent. Donc quand on met des appareils à 12 000 ISO, il ne faut pas beaucoup mettre d'éclairage, sinon on crame tout. Hein. Et parce que l'idée, c'était de récupérer les lueurs, les lueurs naturelles de la Lune, de ces choses-là. Donc on montait très très fort la sensibilité. Du coup, tous les éclairages artificiels, il y en a beaucoup hein, rajoutés, sont très très faibles. Parce que sinon, dès qu'un éclairage se tourne vers moi, ça me crame la photo complètement. Donc paradoxalement, c'est peut-être contre-intuitif, mais moi, moins il y a de lumière naturelle que je compte utiliser, mais moins il y en a, plus ma lumière additionnelle est faible aussi. Parce que je veux garder ce couple de lumière naturelle et lumière artificielle. Or, si j'y vais avec des grands flashs et des grandes lampes, c'est comme les phares d'une voiture. Autour, ce sera tout noir, quoi. Bien sûr, je verrai très bien devant les phares de la voiture, mais les bords de la route, le truc, ce sera tout noir. Or, si vous coupez vos phares, ou si vous mettez juste... tout à coup, on voit la forêt, on voit la lune, on voit tout ça, quoi. Et l'idée de ce travail, c'était ça, c'était quand même de réussir à garder ces petites lueurs qu'il y a autour. Voilà. Si vous regardez bien, c'est pas noir autour de ces animaux. Il y a des lueurs bleutées, comme on voit un peu ici et là. Et donc c'est ce qu'on a fait, mais seulement à la deuxième année. La première année, on était sincèrement dans la sidération. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je suis allé chercher. Moi, j'allais chercher ça là-bas, les mérous. C'était ça que je voulais voir. J'ignorais, et tout le monde ignorait, cette activité de requin la nuit. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu bien connu, parce que le film a quand même fait parler de lui, parce que les requins en Polynésie, tout le monde connaît. Mais vous pouvez aller dans tous les atolls de Polynésie, j'en connais quelques-uns. La nuit, il n'y a pas de requins dans les passes. La nuit, les requins se dispersent en tout petits groupes, même en binôme, et ils partent chasser très loin de la passe. Ils reviennent la journée pour s'y reposer, ils sont tous alignés dans le courant, c'est là qu'on peut les contempler, mais ils sont assez inactifs, ils sont en phase de repos. Et la nuit, ils se dispersent, et c'est très difficile de les voir. Et je ne connais que la passe de Fakarava Sud, où il y a ce rassemblement nocturne, précisément parce qu'en fait cette passe est différente, il y a très peu de courant, les coraux arrivent à pousser dans la passe, alors qu'en général dans une passe, dans un chenal comme ça, les coraux ne poussent pas, on dirait que le fond a été bétonné, c'est tout lisse, et donc il n'y a pas de coraux, donc pas de cachette, donc pas de proie en fait. Mais à Fakarava, oui, et donc les requins se reposent le jour dans la passe, bien entendu comme ailleurs, mais la nuit, on a même l'impression qu'ils sont plus nombreux encore la nuit, et ils se mettent en chasse, en particulier à la période de l'année où les mérous sont là, en surpopulation, où il n'y a même pas assez de place la nuit pour que les mérous se cachent. Donc ils sont là, les uns collés sur les autres. Quand on les voit, tu as l'impression qu'ils disent dégage, dégage, il va me voir, quoi. Et donc c'est des scènes de prédation toutes les nuits. La quatrième année, on a emmené avec nous un des grands spécialistes des requins au monde, le professeur Yannis Papastamathiou. Il a un nom grec, mais il est américain. Il est britannique et il vit aux États-Unis. Et on l'a amené. C'est le spécialiste et qui plonge beaucoup en plus. Et on lui a fait faire une plongée de nuit dans la passe, là, avec tout ça. Une seule, hein, le premier jour. Il est sorti de l'eau, j'avais devant moi un schizophrène. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de lui qui était surexcité de ce qu'il venait de voir. On me disait, c'est fantastique, tu as vu quand il a attrapé ce poisson, quand il a fait ça, là.
Et la seconde d'après, il était en dépression nerveuse en disant « Je viens de voir en une plongée ce que j'ai pas vu en 20 ans de carrière. » quoi. Voilà. On a eu une chance inouïe, en vérité, de suivre l'intuition de cette rumeur des mérous, qui était déjà un spectacle en soi, hein, d'ailleurs, mais un peu ingrat. Parce qu'encore une fois, ces mérous, on va les voir, ils se rassemblent pendant 2 semaines. Bon, c'est merveilleux, il y a de l'interaction, mais cette ponte, c'est 30 minutes dans l'année. Chaque ponte, c'est une fraction de seconde. Le temps de voir une fraction de seconde là, il y en a eu une autre qui a eu là qu'on a raté. Et le temps de se comprendre comment ça se passe, le phénomène est fini. Et en plus de ça, les premières années, on n'arrivait pas à la prévoir, cette demi-heure. On ne savait pas quand est-ce que ça se passait. Donc on démultipliait les plongées. C'est pour ça que j'ai fait cette plongée de 24 heures aussi. Et pour être tout à fait honnête, la première année, on a vu la queue de la comète. Si je peux dire comme ça, c'est-à-dire qu'on a vu quelques pontes, on a eu une chance inouïe de réussir à filmer quand même une de ces montées, en plus au ralenti à 500 images par seconde. Donc dans notre premier film, Le Mystère Mérou, on a quand même cette montée comme ça en colonne des mérous, les œufs qui sortent, les mâles qui ensemencent, et on a une scène, c'est tout. Il y a 18 000 mérous, on a une scène. Donc on a vraiment eu de la chance, et on a vu la queue de la comète, parce que quand on est arrivé sous l'eau, on a vu surtout plein de femelles avec le ventre tout ratatiné, elles avaient déjà pondu, donc on avait raté la comète. La deuxième année, on a dit bon, cette année on va pas se faire avoir, on a compris comment ça se passe, là on n'a rien vu. Même pas la queue de la comète, ni rien, pas une image. Voilà, deuxième année. Troisième année, queue de la comète à nouveau, donc là ça commençait à être très dur. Et c'est la 4e année que j'ai fait, je ne sais pas où elles sont, mais que j'ai vraiment fait les photos de la ponte comme il faut. C'est là qu'on a compris vraiment comment ça se déclenchait, quels étaient les signes avant-coureurs qu'il fallait voir, etc. Et donc et voilà. Et puis après, il y a eu la 5e année bonus pour vérifier qu'on avait eu raison, la 4e, et où on a pu faire des belles choses aussi. Voilà. Ça a été aussi un certain gâchis, cette plongée de 24 heures la première année, parce que je ne connaissais pas les lieux, en fait. Et que, en particulier, quand on préparait cette plongée de 24 heures, je me souviens me dire à mes camarades, on était nombreux, j'étais seul à faire cette plongée de 24 heures, mais on était une bonne dizaine à réfléchir à comment la faire. Et moi, mon souci, qui était très naïf, c'était de me dire, bon, les 12 heures de jour, pas de problème. Je sais ce que je vais faire, les mérous, les machins, il y a plein de choses à capturer, à observer, je vais me mettre là, puis après j'irai là, puis après, voilà, j'avais fait mon parcours, j'avais toute une journée. Donc et mon inquiétude, c'était de dire, mais la nuit, je vais m'ennuyer. La nuit, tout va dormir. Quand j'aurai fait quelques nudibranches, quelques mollusques, quelques crustacés, sachant qu'il ne faut pas croire que la Polynésie soit d'une grande biodiversité, il ne faut pas croire ça. Hein. La Polynésie, il y a des animaux merveilleux, c'est très préservé, il y a des grands animaux, il y a beaucoup de requins, mais il n'y a pas plus d'espèces en Polynésie qu'en Méditerranée. C'est plus préservé en Polynésie, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas plus d'espèces. Donc, il n'y a pas des tonnes de nudibranches, il n'y a pas des tonnes de coquillages. C'est pas l'Indonésie, par exemple, ou les Philippines, où là, tu peux faire un livre entier que sur un groupe de coquillages, si tu veux. Voilà. Non, c'est pas le cas. Voilà. Donc, moi, j'avais peur de m'ennuyer la nuit de ces 24 heures. Et j'ai dit, bon, on va quand même aller tester, on va aller faire des petites plongées de nuit avant, d'une heure ou deux, voir comment ça se passe. Et on a découvert ça, quoi. Et là, du coup, ça s'est inversé. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut rester 12 heures avec eux, quoi? Voilà, et d'ailleurs, il y avait des spécialistes des requins qui étaient là, des guides de plongée de la Polynésie, qui plongent depuis 20 ans, 30 ans, et qui me disaient, non, mais là, je sais pas. Plonger 1 heure, ok, plonger 2 heures, ok, mais 12 heures. À un moment donné, tu vas les agacer, hein. Voilà, donc on a fait un peu durer, on a fait une plongée de 3 heures, puis une de 4 heures, et puis on s'est inventé des règles que les années qui ont suivi ont été complètement abandonnées. On s'est dit, bon, il ne faut jamais se poser au fond, il faut rester toujours en pleine eau au-dessus d'eux, il faut y aller à certaines heures quand l'eau dans la passe est vraiment claire, c'est-à-dire quand le courant est rentrant depuis longtemps, et pas y aller quand il y a de l'eau trouble du lagon et qu'il y a plein de particules dans l'eau parce que ça les fait monter. Et il faut qu'on reste toujours dos à dos, les vieilles techniques de Cousteau, enfin, plein d'idées reçues comme ça. Mais on avait l'impression d'être dans quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que non, c'était très impressionnant, très spectaculaire, mais ce n'était pas dangereux si on avait une attitude calme. Si on acceptait d'être ce qu'on était, c'est-à-dire des obstacles sur leur chemin. Pas des cibles, à aucun moment on a été des cibles pour eux. Mais évidemment, on est au milieu de la foule, donc on est bousculé. Mais si on accepte d'être bousculé, chahuté,
et qu'on ne réagit pas vivement en mettant les mains, en s'agitant comme un fou, en restant serein, et ben, alors évidemment ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, mais on y était pendant 5 ans. Donc, voilà. Et c'est comme ça que finalement les photos sont montées en qualité. Ce qui est un peu le contraire d'un projet photo classique. En général, un projet même qui demande du temps, la première année on y va, on fait 80% du travail. Et après, c'est par obsession de photographe qu'on retourne pour faire les petits bouts qui manquent, pour faire des petites choses et pour se convaincre que ça y est, on a tout. Bon, ben là, c'est tout l'inverse. Première année, rien. Quand j'étais devant ça, avec mon appareil photo, ça partait dans tous les sens, dans le noir. Et je faisais aucune photo intéressante. Et après, on a pensé à la rampe de flash décalée. Après, on a commencé à se sentir à l'aise avec eux. Et finalement, ça n'a cessé de progresser. Il y a même eu une dernière année qui n'est pas dans le livre 700 requins, puisque le livre s'est fait avant. Et en quelques plongées, ça viendrait remplacer plein de photos du livre, parce que vraiment, on a commencé à comprendre des choses. Donc ça, c'était vraiment très gratifiant et passionnant, parce que pendant ces 5 années, tout en étant dans un endroit qui peut paraître très connu, on avait l'impression de vraiment progresser. Pour dire pendant 30 minutes, on aura 9 fois plus de chances d'avoir un moment intéressant. Et faire durer ce truc-là. Si tu y vas avec un opérateur, il faut y aller 9 ans, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc on a pu monter comme ça jusqu'à 9 plongeurs en même temps dans la passe de Fakarava.